Et de retour dans cette deuxième partie de séance, la suite du guidage de lecture, séance 52, où j'enchaîne avec un nouveau paragraphe. Là, je m'étais arrêté juste avant. Nouveau paragraphe où Seth nous dit que les divisions... Eh bien, veuillez m'excuser. Les divisions à l'intérieur du moi seraient moins importantes. On était bien sûr toujours dans cette répartition différente du temps entre le sommeil et le moi éveillé, dont nous parlait Seth. Il est en train de continuer à lister les avantages que lui y voit. Donc des divisions à l'intérieur du moi seraient moins importantes. Ça, il l'a déjà expliqué plusieurs fois. Le travail mental et physique serait facilité. Et le corps régénéré plus régulièrement. Avec ces temps de pause. Le temps de sommeil, Seth l'avait dit au tout début, il disait qu'un travail capital s'accomplit pendant le sommeil. Eh bien, le fait de finalement faire des petites régénérations plus régulières sont préférables à une seule grande nuit de sommeil. Donc le corps régénéré plus régulièrement. Pour l'instant, il doit souvent attendre, parfois pendant 16 heures, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Et c'est là, effectivement, tout l'enjeu de ce que propose Seth, que j'ai aussi expliqué, je pense, suffisamment en détail. Ce rythme que nous avons, effectivement, qui est peu adapté, finalement, au rythme physiologique que le corps aurait. Je redonne juste l'exemple de regarder les animaux comment ils vivent, et que vous voyez pendant le temps de midi, en général, ils font tous une pause. Et bien voilà, ce serait ça en fait, de suivre simplement d'écouter le rythme dont nous avons besoin, simplement. Donc il dit, pour l'instant, dans les années, c'était en 1970, cette séance-là. Donc déjà, il doit souvent attendre, parfois pendant 16 heures, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Il est fatigué, on est épuisé, mais on lui dit encore, voilà, il faut y aller. Je continue, je vais au travail tout l'après-midi, je rentre, je m'occupe des enfants, je m'occupe du repas, je dois encore faire ça, je m'occupe de mails, je dois répondre à trucs, pom. Et on enchaîne. Et ce n'est pas ce dont le corps aurait besoin. Il y a des moments où il a vraiment besoin de se régénérer, de se poser, de retrouver de l'énergie pour mieux repartir après, bien sûr. Mais du coup, la nuit n'est pas suffisante au niveau du temps de répartition. Pour des raisons liées aux processus chimiques qui se produisent pendant le rêve, la santé du corps s'en trouverait améliorée. Ce programme spécifique serait également bénéfique pour les schizophrènes et pour tous ceux qui sont dépressifs ou mentalement instables. Donc un point, vous voyez, très important. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette phrase ? Donc, la première partie, c'est pour tout le monde. Il explique simplement qu'il y a un processus chimique. Donc, il n'en dit pas plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe pendant le rêve, un état particulier. Là, je ne connais pas du tout assez, je ne me suis pas renseigné d'un point de vue médical, chimique, physiologique, quelles sont les avancées aujourd'hui. Mais il y aurait donc, selon lui, au moins une phase particulière du sommeil, pendant le rêve, là il dit, donc c'est vraiment la phase pendant laquelle on rêve, où le corps va réagir avec des processus particuliers chimiques, dit-il, qui vont permettre d'améliorer la santé du corps. Voilà, ces processus seraient plus utiles pour le corps s'ils étaient répartis tout le long de la journée, plutôt qu'être concentrés pendant 8 heures, si on arrive à rêver, à dormir et à rêver pendant 8 heures, mais en tout cas pendant une phase, pour ensuite participer à tout le reste de la journée. Donc là, moi j'ai un petit peu l'image de quelque chose qui va se remplir,
Hein, c'est ça. Il y a un processus qui se fait, qui va, je sais pas, là c'est une image, hein, je dis pas que c'est ni ce que Seth est en train de dire, ni la réalité physiologique, c'est l'image qui me vient comme ça en pensant à cette notion de processus. C'est qu'il y a un processus qui va accumuler par exemple une molécule ou voilà, une matière dont on a besoin d'un point de vue énergétique, et qui va après se vider doucement le reste de la journée. Et que ce stock, voilà, c'est comme si ce stock-là, finalement, il y avait une limite, et que le stock, certainement, donc, comme il disait, au bout de 5 heures, finalement, les heures supplémentaires n'apportent pas grand-chose. Peut-être qu'en 5 heures, on a rempli 97-18% du stock maximum, et qu'après, ce stock va être consommé, mais il est consommé en 10 heures, par exemple. Hein. Là, je donne quelques exemples, mais ça donne un peu un aperçu. Et ça veut dire qu'au bout de 10 heures, éveillé, il nous manque cette molécule, ce processus, voilà, quelque chose d'hypothétique, hein, encore une fois, mais il nous manquerait quelque chose pour être pleinement justement dans l'énergie, pleinement dans notre équilibre de santé. Et que le fait de faire une sieste va recharger, peut-être que les premières 10, 15, 20 minutes vont recharger déjà 50%, et que ça va nous permettre, en faisant ces sortes de rappels, ou peut-être ça va beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'au début, les premières 20 minutes rechargent 80% déjà de cette capacité, et qu'il faut encore quelques heures après pour recharger, mais plus on passe du temps à essayer de recharger, moins ça recharge, quelque part. Mais ce qui est un processus chimique courant, en plus. Hein. Là, quelque chose qui est assez évident. Il n'y a qu'à voir les téléphones portables quand vous les chargez. Voilà, au début, il va se charger très vite, et puis pour arriver au 100%, les derniers, il faut encore 1 heure. En 1 heure, on charge 50% ou 80, 90. Et puis il faut encore 1 ou 2 heures pour atteindre les 100%, donc les 5-10 derniers pourcents. Ben, ce serait la même chose du coup pour notre corps. Hein. Encore une fois, je redis bien pour insister, je ne suis pas en train de donner des indications médicales ou scientifiques quelconques, je donne un aperçu de ce que ça pourrait être, qui expliquerait la raison pour laquelle Seth nous dit qu'il y a besoin finalement de ces temps de récupération réguliers. Donc voilà, il parlait de ces processus chimiques, c'était la première partie de la phrase, hein, donc la santé du corps s'en trouverait améliorée. Point virgule. Ce programme spécifique, ce qu'il est en train de dire avec des temps de sommeil pendant la journée, serait également bénéfique pour les schizophrènes. La schizophrénie, si je fais le lien avec ce que Seth explique depuis le début de son livre, pour moi, ce serait comme s'il y avait plusieurs personnalités qui viendraient se bousculer, enfin chercher à prendre la place, ou en tout cas qui changeraient à l'intérieur d'un même corps. C'est comme s'il y avait donc les personnalités, voilà, c'est les consciences liées à d'autres vies que nous avons, qui vont changer, peut-être, je sais pas, par exemple, pendant la nuit, tac, il y a une autre personnalité qui vient s'installer, ou des moments, voilà, il y a un peu les deux qui passent un peu de l'un à l'autre, avec donc cette impression qu'il y a plusieurs personnes dans le même corps. Ça pourrait être une explication, en tout cas, qui, moi, me semble logique, quand on entend que Seth dit qu'on a des vies réincarnationnelles, qu'on vit plusieurs expériences, que tout se passe en même temps, et que nous avons accès à toutes ces informations. Et que certaines personnes ont cette capacité à se relier directement. Et donc, peut-être certaines personnes que nous on considère comme des gens, voilà, on va dire qu'elles sont malades, qu'elles sont instables, etc. C'est juste qu'elles... Alors, si on leur dit qu'elles sont malades, elles vont être persuadées qu'elles sont malades, mais elles ont juste cette capacité à passer, enfin, à aller chercher les ressources d'une personnalité à l'autre, mais plus que des ressources, que des capacités, à prendre le psychisme global, donc à changer de comportement complètement. Voilà, parce qu'à un moment donné, elles sont influencées par telle part d'une personnalité, et puis à un moment donné, c'est une autre part qui va plutôt prendre le dessus. Et que ça peut passer avec
plusieurs personnalités éventuellement. Voilà, je connais pas vraiment la schizophrénie, donc je vais pas m'aventurer plus loin, mais ça me fait juste penser à ça. Moi, j'ai cette impression qu'il y a comme ça un switch, un passage, sans transition. Oui, c'est ça. Plusieurs personnes dans un même corps, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas de la définition. Eh bien, ce programme de sommeil dont ça nous parle, il nous disait que ça aidait à nous reconnecter à notre moi interne. C'est-à-dire que ça remet de la cohérence dans ce passage, justement, moi réveillé, moi endormi. À ce passage, je suis connecté à qui je suis globalement, y compris toutes mes personnalités, et j'ai une vie physique éveillée, avec des actions différentes. Et c'est bien dans cette vie éveillée, avec ces actions, que ça peut poser question de savoir qui dirige cette vie-là. Quelle influence psychique, quelle part du moi est présent. Et que là, c'est mon interprétation complète. Le fait de justement renforcer ce lien entre le moi interne et le moi physique qui s'exprime aiderait à canaliser peut-être, du coup, ce passage, et peut-être à renforcer une personnalité qui viendrait s'imposer quelque part et limiter l'intrusion des autres personnalités. J'ai aussi l'impression, là aussi c'est une pleine interprétation personnelle, qu'on peut faire appel à d'autres personnalités, ça Seth l'a déjà dit, mais que là, dans ce cas de schizophrénie, c'est involontaire, donc déjà c'est ça aussi qui fait peur aux gens, c'est que c'est involontaire, c'est pour ça qu'on considère qu'elles sont malades, instables, mais parce que peut-être le moi global va favoriser telle personnalité à un moment donné parce qu'il y en a besoin pour passer une étape de vie, pour passer une épreuve. Parce que la personnalité de base, au début qui était présente, qui est en train d'expérimenter sa vie, ne se sent plus de porter complètement cette vie-là. Il y a trop de difficultés, il y a trop de poids, il y a trop de... Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'il y a besoin d'aller chercher d'autres ressources en elle et qu'elle va rechercher dans d'autres vies, carrément. Enfin, voilà, ça paraît assez dingue. Mais que du coup, au lieu de ramener juste une capacité, quelque chose qu'on a déjà expérimenté, ça ramène la personnalité complète. C'est-à-dire que la personnalité va se dire je vais prendre complètement la place pour gérer la situation, parce que là, la personnalité actuelle dans le corps ne sait pas gérer. Donc ça nous mène au drame. Donc je vais prendre la main. Voilà. Ce serait ma manière de comprendre, et que là, ça renforcerait ce que propose Seth. Ça pourrait, en tout cas, c'est une proposition, renforcer la place de la personnalité qui est à l'origine dans le corps, de manière à ce qu'elle aille juste chercher des capacités, des compétences, des savoir-faire particuliers dans ses autres vies, mais sans ramener la personnalité complète. Juste la compétence. Et du coup, elle va, pour le coup, pouvoir gérer complètement sa vie, reprendre en main, et avoir la confiance de gérer, de savoir gérer toute seule, parce qu'elle est allée chercher ses compétences. Voilà. Donc c'est peut-être complètement c'est une improvisation, en tout cas, j'allais dire, mais une hallucination de ma part, ou une interprétation, en tout cas, d'après les différents livres de Seth que j'ai lus, voilà ma manière personnelle d'interpréter la notion de schizophrénie, et pourquoi Seth à ce moment-là nous dit que ça peut être amélioré juste par le fait de changer ces phases de sommeil. Il dit donc que c'est la même chose pour tous ceux qui sont dépressifs ou mentalement instables, et pour moi c'est donc les mêmes raisons. C'est-à-dire que ce lien de renforcer le lien au moins interne renforce la personnalité dans son expérience. Donc il y a moins de raisons d'être dépressif parce qu'elle a cette capacité à vivre sa vie, à affronter ce qu'elle a affronté. Et mentalement instable, c'est pareil. Elle retrouve des capacités à gérer pleinement sa vie. Voilà.
Donc c'est pour cette raison-là que je me permettais donc de faire cette petite parenthèse et cette explication très personnelle. Ils vont continuer dans un paragraphe suivant avec Seth qui commente en disant « Votre sens du temps serait aussi moins rigide. » Deux points, point virgule. Les capacités créatrices seraient renforcées. Point virgule. Le grand problème de l'insomnie qui concerne tant de gens serait largement vaincu, car ce qu'ils craignent au fond, c'est souvent la longue période pendant laquelle leur conscience, telle qu'ils la conçoivent, semble éteinte. Donc une phrase un peu longue, et là ça fait penser un peu à des marabouts, là quand on reçoit les petits papiers dans la boîte aux lettres, je peux tout faire, hein, je soigne votre chien, je répare votre ordinateur, je vous ramène l'être aimé, etc. Là c'est vrai que ça paraît un peu une formule magique. En tout cas, Seth continue à nous dire ce que ça peut améliorer dans notre vie et quels sont les cas dans lesquels ça a un intérêt, en tout cas, de faire ce changement de rythme. Donc là, il parle du sens du temps. Notre sens du temps qui est rigide selon lui, et que cette alternance sommeil-éveil va justement un petit peu perturber, mais dans le sens où ça va assouplir, puisqu'il dit que c'est trop rigide, ça va redonner peut-être un peu de flou, un peu comme dans Matrix, pour voir les bugs, c'est-à-dire pour être plus souvent dans ce passage éveil-endormissement, qui pour moi est une phase quand même importante où, si je comprends bien, c'est le moment où notre conscience peut partir de notre corps, ou revient, en tout cas fait des allers-retours, va chercher des informations d'autres réalités, ce que nous expliquait Seth dans le chapitre précédent, et que de passer de l'un à l'autre, ça aide à prendre conscience. Moi, en tout cas, c'est dans les moments juste avant le réveil, ou en tout cas juste au réveil, que je me souviens encore du rêve que j'étais en train de faire. Si je rêve à 2h du matin et que je me réveille à 6h30, je ne pense pas que je me souvienne du rêve que j'ai fait à 1h, 2h. Je pense que si je me souviens de rêve, c'est de rêves que j'ai fait juste avant de me réveiller. Par contre, effectivement, ça m'arrive des fois de faire des réveils en milieu de nuit. Je me rendors très vite. Mais parce que je me suis réveillé, ou même des fois c'est un rêve qui me réveille, et parce que je me suis réveillé, je me souviens du rêve que je venais de faire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai dans mon vécu. J'ai l'impression de me réveiller et que c'est cette transition, comme si petit à petit, je prends conscience là, je suis encore dans le rêve, je prends conscience du rêve, mais petit à petit, il y a quelque chose, mais je prends conscience que je suis en train de rêver. Et c'est des petits moments où je peux diriger un peu mes rêves, jusqu'au moment où peut-être je me réveille trop, et là ça reste un rêve, un souvenir de rêve. Si je le note tout de suite, je peux m'en souvenir. Je fais l'effort de le noter, de m'en souvenir. Je retiens pas en général tous les éléments, mais je retiens certains éléments. Si j'attends 4-5 minutes, ou que je fais autre chose, que j'apporte mon attention ailleurs, c'est-à-dire que je me réveille pleinement, ma conscience revient et je porte ma conscience sur le monde physique. Et après j'essaie de revenir à mon rêve, en général, il est parti. Que ce soit un réveil en pleine nuit ou que ce soit le réveil le matin. Cette transition plus régulière dont parle Seth, avec également peut-être une attention à essayer de noter ses rêves, à s'en souvenir, à en parler, à les résumer, ça, je pense, ça renforce le lien qu'on a, cette transition, et ça nous aide à comprendre que le monde physique n'est que physique, que la réalité physique est une version de ce que nous expérimentons dans la journée.
de prendre conscience que nous traversons différentes expériences par 24 heures, qu'elles sont très différentes quand nous dormons et quand nous sommes éveillés, ça maintenant vous l'avez bien compris, mais que nous pouvons ramener un peu de l'un dans l'autre. Ou en tout cas ramener un petit peu de ce qui se passe quand on est endormi, cette connexion à notre moi complet, veuillez m'excuser, de le ramener de plus en plus clairement à la conscience, comme on peut, même si on sait que ça va le rendre physique, donc ça va modifier le rêve, mais je crois que les rêves sont déjà, ceux dont on se souvient sont déjà physiques, c'est ce que j'avais expliqué, je me souviens du schéma, il me semble, voilà, c'est ça, il faut qu'il devienne physique pour devenir un rêve, pour monter à la conscience, en tout cas, forcément, mais ça remet de l'inconscient dans le conscient, c'est cet aller-retour. Là, ça en parle en termes de temps. Moi, j'en parle déjà, pour moi, c'est le premier élément, de donner de la souplesse à la conscience. De donner ce rappel régulier, permanent, que ce que nous expérimentons autour de nous n'est pas la seule réalité. C'est pas le monde, l'univers, et puis c'est tout. Or, le temps et l'espace sont des règles de cet univers. C'est pour ça que je fais ce lien. Je fais ce lien entre la souplesse de la conscience, entre la variété, la multiplicité des expériences qui sont autour des sens internes, comme dirait Seth, c'est-à-dire d'aller chercher les limites de la réalité physique, pour continuer à nous faire comprendre et à nous faire ressentir par le vécu que le temps n'existe pas sous la forme qu'on le conçoit. D'essayer d'expérimenter nous-mêmes cette limite dans cette règle du temps. Et donc oui, ça nous donnerait plus de souplesse d'esprit par rapport à notre perception du temps. Voilà. En tout cas, moi, comment je comprendrais cette phrase où Seth nous disait « Votre sens du temps serait aussi moins rigide ». Il nous dit ensuite que les capacités créatrices seraient renforcées, pour la même raison que je viens d'expliquer. On gagne en souplesse d'esprit, on gagne en connexion avec notre moi interne, donc on gagne en quelque part en imagination, en créativité, en toute cette capacité, cette énergie qui est innée en nous, toute cette boîte noire qui est connectée à toute l'humanité, qui est donc riche de toutes les expériences, et qui nous permettent, nous, d'aller expérimenter quelque chose dans notre vie de manière différente, de ramener de la nouveauté dans notre vie. Et la créativité, pour moi, elle vient de cette écoute très profonde du moi interne. Il dit à la suite que le grand problème de l'insomnie, qui concerne tant de gens, serait largement vaincu. Et il explique pourquoi. Car ce qu'ils craignent au fond, donc là pour le coup aussi, c'est rare, mais c'est une phrase où il a l'air un peu sûr de lui. Les gens qui ont de l'insomnie, selon Seth, ils craignent, au fond, peut-être de manière inconsciente, ils n'ont pas vraiment conscience de ce phénomène-là, ils craignent cette longue période pendant laquelle leur conscience semble éteinte. Il y a une part d'eux-mêmes où ça leur pose la question peut-être de cette peur de ne pas se réveiller, cette peur en tout cas de rester inconscient, ou cette peur de ne pas maîtriser. Je suis inconscient, qu'est-ce qui se passe ? C'est mon interprétation, en tout cas du jour. Il y a cette forme de... ils craignent, donc c'est une peur pour moi, une peur d'être dans quelque chose d'inconscient, de non maîtrisé, de non maîtrisable. Se laisser aller à. Lâcher prise, accepter de ne pas maîtriser cette part de notre vie. Ce temps, 8 heures par jour, 7, 6, 7, 8 heures par jour, où on ne maîtrise absolument rien, où on a l'impression de ne pas être là.
Seth dit ici que c'est enfin, je sais pas si c'est le seul, en tout cas, s'il a l'air de le présenter comme ça. Il dit que l'insomnie, ce que craignent les gens dans l'insomnie, ce qu'ils craignent au fond, c'est la longue période pendant laquelle la conscience semble éteinte. Donc là, il le cite comme étant au moins la raison principale, voire la seule. Voilà. Donc, oui, Seth passe tellement d'un sujet à l'autre que c'est des fois un peu compliqué de le suivre, de faire le lien entre ces différents éléments. Là, j'essaie, moi, à ma manière, de refaire ce lien-là. Mais du coup, ça a un peu des fois ni queue ni tête. Parce qu'on a l'impression que pendant une phrase, quelques mots, il aborde un sujet, il ouvre une porte, et on se dit « Waouh, il y a plein de choses qu'on pourrait expérimenter. Là, c'est super intéressant. » Et puis non, toc, il referme la porte, il passe à autre chose. Il donne des exemples très variés, alors que tout ça, ça parle juste au début de réorganiser son temps de sommeil dans la journée. Mais ça a des conséquences tellement larges, tellement multiples, ça a tellement de bénéfices selon lui. Vous voyez, quand je le disais un peu en blaguant, voilà, ça ressemble au petit mot là, ça fait tout. Voilà, guérit la schizophrénie, redonne de la concentration, redonne de l'énergie au corps, vous donne la bonne santé. La santé du corps est améliorée, les dépressifs, les instables, l'insomnie, vous donne un sens du temps moins rigide, vous développe vos capacités créatrices. Voilà. Tout ça a l'impression d'être une liste un peu à la Prévert sans queue ni tête, mais ça a du sens. C'est la même raison fondamentale au départ qui fait que toutes ces difficultés qu'on peut vivre dans notre vie peuvent être réglées avec un autre rythme. Et il avait déjà abordé l'histoire de la nourriture, il le reprend là dans le paragraphe qui arrive. Des collations ou des repas très légers seraient pris au réveil. C'est vraiment une proposition très concrète. Donc, 1 ou 2 périodes, on va dire autour d'1 heure, pour simplifier, dans la journée. On mangerait au réveil, et non pas avant de s'endormir. C'est pour ça que ce qu'on fait habituellement, c'est plutôt l'inverse. On tient le coup toute la matinée, on a faim, alors on mange ou on mange pas un petit peu vers 11h, et puis on se prépare pour le temps du repas, on prépare, on mange, et puis on se rend compte qu'après le repas, si on a la chance d'avoir un petit peu de temps, on est quand même un peu fatigué, on va faire une sieste. Et si on se laisse aller dans une sieste un peu trop longue, des fois c'est dur de redémarrer. C'est une généralité que je donne, donc voilà, ne le prenez que à ce titre-là, c'est-à-dire une simplification. Je ne dis pas que c'est comme ça pour vous. Là, Seth, il proposerait l'inverse. Donc si on peut, peut-être, autour de 10-11 heures, peut-être, une pause, 20 minutes, une demi-heure. Ou alors, on tient le coup. Alors déjà, je pense que si on part vraiment sur une nuit très courte, il donne 4 ou 5 heures, en se couchant à 11 heures. 5 heures, ça fait quand même un réveil à 4 heures. Donc on peut très bien, imaginons, se réveiller à 4 heures, faire des choses pendant 2 heures, par exemple, et redormir de 6 à 7. Ça fait pas la période, là, Seth disait qu'on peut être éveillé 8 heures, mais en tout cas, ça permettrait de faire quelque chose, même une activité très douce, ça peut être lire, ça peut être peu importe. Mais en tout cas, la nuit sera déjà coupée, et on a une période où on est actif. On est quand même réveillé à 7 heures, a priori en plus grande forme que si on avait dormi non-stop, ce que nous dit Seth. À partir du moment où on arrive à retrouver une période de sommeil plus tard. Donc peut-être qu'à ce moment-là, en se réveillant à cette heure-là, on peut tenir toute la matinée sans avoir trop de fatigue.
Le temps de midi. Seth nous dirait que l'idéal, c'est de commencer par dormir. Une demi-heure, 1 heure. Et de prendre un repas léger au réveil. Donc d'inverser complètement. C'est-à-dire de se remettre dans une autre logique. Je me réveille, mon corps vient de se régénérer, il a fait ce qu'il avait à faire d'un point de vue chimique. Il parlait de processus chimiques qui se produisent pendant le rêve. Donc il y a quelque chose d'un point de vue métabolique qui s'est installé, et ce serait plus efficace, si on reprend les termes de Seth, de manger après avoir dormi. Le corps a besoin d'autre chose. Là, il est prêt peut-être à digérer, il est prêt à recevoir en tout cas des nutriments pour repréparer à nouveau donc ces fameux processus chimiques qui se passent pendant le rêve. Je ne sais pas exactement ce qu'il entend par là, mais en tout cas, ça peut être justement utiliser une partie des nutriments qu'on avait stockés pour les mettre en circulation ou pour les rendre utilisables par le corps, je ne sais pas, mais pour aller dans une bonne gestion de notre énergie, de notre santé. On se réveille, le stock de ce qu'on vient de créer, alors pas la molécule qu'on a créée, mais la molécule qui était à l'origine, qui servait à la réaction chimique, le processus chimique dont il parle, pour créer ce dont nous avons besoin. Ce stock-là est vide, ou moins important, et donc il est utile de manger pour re-remplir ce stock, pour pouvoir la nuit suivante refabriquer à nouveau ce processus chimique. Enfin, avec ce processus chimique, refabriquer ce dont on a besoin. Il nous dit, en tout cas dans ce paragraphe, que cette façon de dormir et de se nourrir résoudrait, selon lui, un grand nombre de difficultés métaboliques. Elle favoriserait également le développement des facultés spirituelles et psychiques. Donc, là c'est la fin de la phrase. Alors, les difficultés métaboliques, si je me souviens de mes cours de biologie, le métabolisme, c'est le cumul du catabolisme et de l'anabolisme. Le catabolisme étant le processus chimique qui fait qu'on passe des aliments aux nutriments, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire en tout cas on casse. Catabolisme, c'est qu'on casse. On passe de ce que l'on mange, pour simplifier, aux molécules qui sont stockées dans le corps, qui sont prêtes, qui sont les éléments les plus simples qu'on peut utiliser, les acides aminés pour les protéines, les sucres, c'est stocké sous forme de, c'est quoi du sucre? C'est de l'amidon ou je sais plus quoi. Bon, je sais plus quelle forme de sucre qui est aggloméré, qui est stocké au niveau du foie. Les autres, je me souviens plus et c'est pas très grave. Vous chercherez, vous trouverez facilement de votre côté, mais en tout cas, les molécules qui sont prêtes à servir dans le corps. Donc oui, dans le catabolisme, ça va jusqu'à la simplification des molécules les plus petites possibles. C'est ça, celles qui vont être prêtes après à être réagglomérées pour être utilisées. L'anabolisme étant ce phénomène-là, c'est-à-dire de prendre les briques du Lego et fabriquer les molécules dont on a besoin. Voilà. Ça, c'est, si je ne dis pas de bêtises, le métabolisme. C'est ces deux processus. Donc, autrement dit, le métabolisme, c'est aller chercher à l'extérieur des molécules sous forme d'aliments qu'on va digérer, donc découper le plus finement possible pour pouvoir constituer tout ce dont on a besoin. Sachant qu'on peut donc resynthétiser certaines molécules particulières, mais que certains, on a besoin d'aller les chercher à l'extérieur, parce qu'on n'a pas la capacité nous-mêmes de les fabriquer à l'intérieur. Donc il y a certaines molécules assez rares, en petite quantité, que nous devons absolument ingérer et assimiler à notre corps. Les difficultés métaboliques peuvent être donc, si je vais dans cette logique-là, de deux natures, soit la difficulté à découper les molécules qu'on digère, donc c'est-à-dire soit c'est la digestion qui est mise en difficulté, on digère mal, on n'arrive pas à assimiler, on n'arrive pas à se nourrir correctement quelque part, ou alors on n'a pas les bonnes molécules, on n'a pas toutes les molécules indispensables que l'on mange pour alimenter notre corps, soit une difficulté anabolique,
qui est une incapacité à synthétiser certaines molécules, et qui fait qu'on va pas pouvoir créer la bonne brique dans notre corps. Il va nous manquer des molécules particulières pour créer, pour alimenter certaines cellules, pour créer certaines parties d'organes, etc. Donc il va y avoir un mauvais fonctionnement dans certaines fonctions du corps parce qu'on n'a pas la capacité de fabriquer, ou qu'on fabrique pas la bonne forme, pas la bonne molécule exactement, etc. Ça peut être par exemple une mauvaise fixation du sang dans les globules rouges parce que la molécule d'hémoglobine n'est pas la bonne, et elle va pas donc pouvoir fixer correctement. Ça peut être des protéines. Alors les protéines, on en a je sais plus combien de types différents dans le corps, mais si on synthétise pas la bonne protéine, ça ne fonctionne pas bien, la fonction. Les protéines, elles servent à tout, un peu partout dans le corps. Donc, ces difficultés de pouvoir récupérer les bonnes molécules dans le monde extérieur pour fabriquer les bonnes molécules dont on a besoin à l'intérieur, ce principe-là, c'est-à-dire de, finalement, pour résumer, constituer son corps pour qu'il marche complètement, qu'il fonctionne le mieux possible, il nous dit que avec ce rythme différent, donc toujours cette même proposition, ça résout ça. Ça résout un grand nombre, pas tout, de difficultés métaboliques. Donc si je vais plus loin, là c'est moi qui interprète, il me semble qu'il y a certaines difficultés métaboliques, comme il dit, que nous on va appeler des maladies. Incapacité de fabriquer telle molécule, de telle manière, ou qui n'est pas efficace entièrement. Donc peut-être même, je vais peut-être dire des bêtises, mais l'ostéoporose, c'est les os qui vont finalement se fragiliser, parce que la structure va se fragiliser, viendrait d'une difficulté métabolique, quelque part. Donc je dis pas que ça dit que ça résout ça, mais en tout cas, il y a certaines maladies peut-être de ce type-là, là c'est que des peut-être, des hypothèses, qui pourraient peut-être être réglées simplement en changeant le rythme sommeil, activité. Donc vous voyez, c'est un peu frustrant parce que ça ne nous donne pas la liste. Je pense qu'il le fait volontairement, c'est-à-dire qu'il veut pas. Des fois il donne des exemples, et puis des fois il veut pas non plus être trop précis dans ses propositions. C'est à nous de voir effectivement ce que ça peut modifier, en sachant que de toute manière, si vous êtes persuadé que de changer votre rythme va améliorer votre santé, ça le fera. Il y a au minimum l'effet placebo, mais si on entend 7, il y a le vrai effet complet que on crée sa réalité selon ses croyances. Donc si vraiment vous arrivez à installer cette croyance que de changer, ou même de garder votre rythme actuel en vous disant que c'est une bonne solution, c'est là où c'est troublant des fois. C'est entre cette phrase de 7 qui nous dit, je pense que j'en ai déjà parlé une fois, ça continue à être une vraie interrogation. J'ai pas forcément de réponse précise dessus. 7 va nous dire d'un côté que nous créons chacun notre réalité. D'après ce que j'ai compris, c'est essentiellement lié à nos croyances. Donc notre corps dépend de mes croyances. Mais qu'en même temps, 7 nous donne des conseils, comme s'il y avait une sorte de règle qui nous échappait et qui était en dehors de nos croyances. Donc ça, je sais pas exactement quoi en dire de plus aujourd'hui. Moi, si peut-être juste que j'en comprends, c'est qu'il y a quand même une sorte de règle universelle. Alors, il y aurait deux éléments peut-être. Voilà, si je vais vous donner deux éléments un petit peu, c'est plus de la réflexion pour alimenter un peu le débat autour de ça. Le premier niveau, c'est des sortes de règles universelles, je dirais, à toute réalité. Dans le sens, par exemple, 7 va dire plusieurs fois, le fait de tuer quelqu'un ne peut pas être considéré comme quelque chose de positif, de constructif. On ne peut pas
vraiment, il en parle dans des termes comme s'il y avait vraiment des lois précises. Ce n'est jamais une bonne idée de tuer volontairement quelqu'un, de le faire souffrir, voilà, d'utiliser de violence. Ce n'est pas dans les règles, une sorte de règle un peu, voilà, universelle. Là, je sais pas tellement comment dire mieux, mais en tout cas, voilà, il y a une sorte de trame un petit peu comme ça. On l'abordera si, je sais plus si c'est dans ce livre-là qu'il en reparle, mais il y a des fois vraiment, il en parle. Je me souviens notamment dans des commentaires lors des sessions qu'il avait les cours de perception extrasensorielle, où des fois les élèves pendant les pauses, entre les cours, ils discutent des actualités. Et voilà, il y avait la guerre à l'époque, et donc ils en parlaient, où il y a des émeutes, ou des choses comme ça, et puis voilà, à un moment donné, quelqu'un dit voilà, il faut faire des émeutes, il faut faire la révolution, il faut montrer, je sais plus quoi, enfin, il faut se battre pour défendre ses valeurs. Et cet intervient en disant non, ce n'est jamais une bonne idée, quelque part, de lutter contre la guerre, c'est-à-dire d'amener les mêmes outils que la guerre pour lutter contre la guerre, n'arrêtera pas la guerre. Installez la paix pour lutter contre la guerre. Mettez en place tous les outils de la paix pour lutter contre quoi vous voulez lutter. Si vous vous battez avec les mêmes outils que ce que vous voulez empêcher, ça n'empêchera pas. La violence engendre la violence quelque part. La non-violence engendre la non-violence. Il faut que l'autre évolue, il faut que l'autre... etc. C'est pas direct. Mais c'est ce que Seth expliquait, et il était vraiment très péremptoire, très direct dans ses propos, en disant « Ne faites pas une révolution violente pour arrêter une guerre, ça ne sert à rien. » Donc il y a quand même une sorte de règle. Donc je ne sais pas quelle est cette règle, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, je ne sais pas quelle est sa portée, mais il y a quand même ça quelque part dans une sorte de fonctionnement universel. Deuxième partie, c'est qu'il y a les règles, les croyances communes liées à la réalité terrestre. Et ça, c'est donc un autre niveau de règles, quelque part. Et c'est peut-être plus là-dessus où Seth vient nous avertir. Là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est plutôt à ce niveau-là. C'est-à-dire, tel que je le conçois aujourd'hui, nous étions des consciences, et à un moment donné, je ne sais pas si c'est nous, d'autres entités, mais en tout cas, le corps humain a été créé à un moment donné, physiquement, voilà, comme si à partir d'un rêve, on rêvait d'un corps humain, et il a été créé physiquement pour pouvoir venir s'y incarner et faire des expériences physiques. Quelque part, avant le monde physique n'existait pas, l'expérience physique n'existait pas. Il a fallu inventer l'expérience physique, et donc tout créer pour expérimenter ce qu'on est en train d'expérimenter. Voilà, ça paraît peut-être un peu étonnant ce que je viens de dire, je vous dis comme ça avec mes mots, ce que j'ai compris en tout cas quelque part de la création de notre réalité physique. Et au départ, notre corps était très grossier, il était beaucoup plus grand. Et puis il y a eu différentes périodes, des essais, et puis on l'affine, on le rend plus, avec de plus en plus de capacités, avec un cerveau de plus en plus fin, avec des doigts de plus en plus agiles, on fait de plus en plus de choses. Et l'évolution, finalement, c'est plus ça. C'est que nous, volontairement, nous créons des corps de plus en plus intellectuels aussi, donc de moins en moins physiques. Donc on n'a plus la capacité physique des hommes de Cro-Magnon, mais on a une capacité intellectuelle différente, donc on fait des choses très différentes. Bon. Et que c'est dans ce cadre-là que le corps humain a été fabriqué avec certaines règles. C'est comme on fabrique un outil, une voiture, n'importe quel appareil, il y a un mode d'emploi qui va avec. C'est-à-dire qu'il est créé pour fonctionner dans un certain rythme. Si on achète un appareil électroménager, il est marqué il ne faut pas le mettre en route plus de tant de minutes ou d'heures à la suite, sinon il va chauffer, sinon il n'est pas adapté, sinon il faut acheter un appareil professionnel, sinon il faut changer de gamme de modèle. Donc un produit est fabriqué dans un contexte donné, une température donnée,
un temps donné, sur un voltage donné. Et si on change un paramètre, la machine peut exploser, brûler, se détruire, enfin voilà, ou en tout cas ne plus fonctionner, ou ne pas fonctionner comme elle devrait. Donc là, par contre, me vient une image. Notre corps humain, il est fait pour fonctionner 8 heures d'affilée. Au-delà, il surchauffe. Et ben nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste 16 heures éveillé. Et ben c'est pas ce pourquoi il était conçu au départ. Et c'est plus dans cet ordre-là, je pense. Donc c'est un peu les grandes règles, le cadre de vie dans lequel a été créée notre expérimentation. C'est dans ce cadre-là aussi qu'a été créé le temps et l'espace, qui sont des règles liées, j'en parle depuis très longtemps, donc vous êtes habitués maintenant si vous me suivez. Mais notre corps humain aussi est fabriqué dans un contexte particulier, et je pense donc que Seth vient ici intervenir en nous donnant des principes pour nous rappeler ces concepts, ces limites, le cadre de travail, le cadre d'exploration que nous avons mis, nous, en tant que conscience, en place avant de venir jouer dedans. Et c'est ce cadre-là qu'il nous rappelle pour dire, là, vous allez trop loin et votre corps, il s'abîme, vous êtes malade, vous en faites trop, donc vous pouvez avoir des maladies physiologiques, psychologiques, vous sentir juste une grande fatigue tout le temps, une lassitude. Donc je pense que c'est plutôt de cet ordre-là, et que du coup, on a beau avoir notre cadre de travail, on a beau avoir nos croyances vont... Et là aussi, je reviens à Matrice, qui, je trouve, sur beaucoup de sujets, il est très intéressant. Quand ils sont dans le premier entraînement là, de karaté, kung fu, enfin les arts martiaux, celui qui entraîne, à chaque fois j'oublie son nom, je suis navré pour lui, un personnage emblématique, Nero et... décidément. Nemo et... Bon, bref, il dit, il y a certaines règles que l'on peut, je sais plus comment on dit, détourner, dévier, et d'autres qu'on peut vraiment enfreindre. Enfin, donc il y a différentes modalités, en fait. Donc il y a des règles où c'est quand même, on peut pas s'en passer complètement, mais on peut les modifier légèrement. Donc je pense qu'on peut jouer avec le temps, je pense qu'on peut jouer avec l'espace. Je pense qu'avec notre corps, on joue, mais on a beau changer, nous, nos croyances à nous, personnelles, notre corps est quand même fait dans un cadre donné, et c'est compliqué d'aller trop loin dans les modifications qu'on en fait. Voilà, on peut le faire dans une certaine proportion, et je peux pas m'exprimer mieux aujourd'hui, mais on ne peut pas s'en passer complètement. D'ailleurs, Seth nous disait au tout début de ce chapitre, vous ne pouvez pas vous passer complètement de sommeil. Ce n'est pas possible dans cet univers-là. Aucune pilule, je cite ces mots, ne permettra jamais de se passer entièrement du sommeil, car un travail capital s'accomplit dans cet état. Ça correspond bien au fait qu'il y a quand même des règles qui sont inviolables. On peut s'en rapprocher, on peut dormir très peu, mais visiblement il faut au moins dormir, je sais pas, je dirais 1 heure par jour, quoi. Il y a un minimum, parce qu'il se passe quelque chose qui est indispensable au fonctionnement en tant qu'être humain dans cette réalité. Voilà, je vois que le temps de la séance est écoulé, je suis un peu au milieu d'un paragraphe. Mais bon, oui, quelque part, j'ai quand même fini la phrase. Hein. Je relis cette phrase pour terminer simplement cette séance. Cette façon de dormir et de se nourrir résoudrait un grand nombre de difficultés métaboliques, donc j'en ai parlé. Elle favoriserait également le développement des facultés spirituelles et psychiques. Voilà, donc bon, là j'en ai pas vraiment parlé, mais pour moi ça va dans le même sens. C'est les effets que Seth nous donne de cette proposition, mais vous voyez que c'est très cohérent quand même avec tout ce qui est expliqué depuis le début de ce chapitre. Donc je vais voir si je redirai un petit mot là-dessus, en tout cas pour commencer la séance suivante, ou si j'enchaînerai, mais on est en tout cas dans ces mêmes thématiques-là, donc il n'y a pas de grande surprise à mon avis. J'en arrête là, merci beaucoup pour votre attention et pour m'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt.